Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Aujourd'hui, nous abordons un très grand thème, celui de l'humanisme et des humanistes. Vous savez, l'humanisme n'est pas un système bien défini. Comme les autres systèmes, c'est avant tout une méthodologie du travail et une très grande morale vertueuse, une très grande vertu de grande valeur basée sur la découverte et la redécouverte de l'homme en tant qu'être humain à part entière avec une composante essentielle de ce mouvement qui est la recherche de la paix. Les humanistes sont des gens à l'encontre de toute violence. Ce sont des gens qui sont pour la paix, ce sont des gens qui sont pacifistes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humanisme? L'humanisme, c'est un courant de pensée, un mouvement de pensée, tant philosophique, intellectuel, théologique, esthétique, dont la finalité, dont le but essentiel est de placer l'humain au centre de tous les intérêts, c'est-à-dire que l'être humain, en tant qu'humain, devient au centre de l'univers. Auparavant, dans la période avant celle de l'humanisme, qu'on appelle la période médiévale, ce qui était au centre des intérêts, c'était la religion, l'Église, le Christ et Dieu. Et là, on fait l'inverse, on met l'homme au centre de toutes les préoccupations. Mais je voudrais déjà faire une remarque. Il ne faut pas croire que les humanistes sont athées. Il ne faut pas croire non plus que les humanistes rejettent l'Église catholique. Au contraire, ils puisent leurs idées et toutes leurs pensées, toutes leurs théories, toute leur philosophie, justement dans les valeurs chrétiennes, et ils s'inspirent du modèle du Christ. D'autre part, ils ne veulent pas, comme Martin Luther, réformer l'Église. Telle qu'elle est, cela va bien, c'est très bien. Mais ce qu'ils voudraient, c'est qu'au sein de ce système religieux catholique, avec, disons, le pape à sa tête, il faudrait qu'il y ait une place pour l'homme, donc, dans ce système. Du reste, il y a eu une, comment dirais-je, une opposition féroce entre Érasme, qui est le chef de file, et le prince des humanistes, donc une opposition, une grande opposition entre Érasme et le réformateur Martin Luther. Il fallait que je fasse cette précision pour qu'on situe bien ce que sont que les humanistes au sein de ce siècle où il y a beaucoup de réformes, beaucoup de guerres, beaucoup d'épidémies. J'ai dit que c'était avant tout une méthode de travail et c'était également de grande valeur. Mais pour bien comprendre cela, il faudrait se pencher sur ce qui existait auparavant dans l'époque médiévale. Dans l'époque médiévale, il y avait un grand mouvement de pensée théologique basé sur les grandes idées de Thomas d'Aquin. Pour Thomas d'Aquin, on peut concilier entre la foi et la raison, c'est-à-dire qu'on peut concilier entre la théologie et la philosophie. Pour cela, les adeptes de Thomas d'Aquin reposent, puisent leur source dans la philosophie d'Aristote. Pourquoi Aristote? Parce que Aristote prône des idées de raison compatibles avec la foi. Alors là, Aristote, jusqu'au XIVe siècle, mais alors il est complètement connu. On le connaît sous toutes ses facettes. Alors,
C'est quelque chose qui est très important parce que disons jusqu'à la moitié du XIVe siècle, on connaît très bien Aristote, mais on ne connaît pas bien encore Platon. Platon, ce sera chez les humanistes, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, Aristote, et on fait tout pour concilier la foi et la raison. Et quelles étaient les méthodes d'apprentissage? Comment on apprenait la philosophie, la théologie, les grands courants de pensée d'Aristote? Il y avait une méthode qui est toujours d'actualité qui s'appelle la scolastique. Dans le mot scolastique, vous reconnaîtrez certainement l'idée de scolaire. La scolastique reposait sur deux éléments de genre d'exercice quand on étudie les textes. Le premier élément est ce qu'on appelle la lectio. La lectio, c'est une sorte de commentaire d'un texte. Donc un texte, on l'étudie, synthèse, contre-synthèse, analyse, contre-analyse, thèse, antithèse et puis conclusion. C'est quelque chose qui persiste encore de nos jours dans les lycées. Lorsque vous passez le bac ou bien vous faites des dissertations, vous êtes encore dans cette option de la scolastique. Donc voilà une partie donc, de cette scolastique qui est la lectio. À côté de la lectio, il y a ce qu'on appelle la disputation. La disputation est pratiquement définie par le mot lui-même. Il s'agit là de professeurs devant des élèves qui vont chacun apporter son option, sa vision d'un texte. Alors il s'ensuit une joute verbale, celui qui est contre, celui qui est pour. Ça donc, c'était la façon d'apprendre aux étudiants qui était la scolastique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la scolastique? On peut dire la chose suivante, c'est que malgré tout, il y a une sorte de passivité. Moi, je n'écris pas ce texte. Je ne fais que l'analyser selon la même méthode, et quand il y a la joute et les professeurs, ce sont eux. Pratiquement, je n'interviens pas, c'est le texte qui est roi. Je ne remets jamais le texte, et quelque part, c'est comme si moi, je m'effaçais devant ce texte. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette période médiévale qui est connue, je le répète, par le fait de vouloir concilier la foi et la raison et d'utiliser la scolastique? Ce qu'on pourrait dire, c'est que quelque part, d'une certaine manière, nous sommes dans une forme d'optimisme. Il n'y a pas encore les grandes épidémies, peut-être pas ces grandes guerres, ces grands bouleversements. Voici donc cette époque médiévale, et maintenant nous allons passer à l'avènement des grands humanistes. Il ne faut pas croire que cela va se passer du jour au lendemain. Il y a toujours une phase de transition. Alors, nous abordons donc les humanistes. Ça commence déjà par une rupture avec le fait de vouloir concilier la foi et la raison. Le chef de file ici, ce sera un grand théologien qui s'appelle Guillaume d'Occam. Pour Guillaume d'Occam, c'est pas la peine de perdre son temps. On n'arrivera jamais à concilier la foi et la raison. Ce sont deux notions différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer en choc l'une contre l'autre. C'est-à-dire que chacune a sa raison d'être, chacune a sa logique. On peut très bien avoir les deux, mais indépendamment l'une de l'autre. Vous savez, avec Guillaume d'Occam, le monde occidental entre dans une certaine forme de pensée moderne. Et Guillaume d'Occam a aussi une idée par rapport au Dieu. Il dit que Dieu se manifeste à nous de la façon dont il veut, comme il veut, quand il veut. Donc nous ne pouvons pas, par notre volonté, le connaître.
C'est une idée qui est très importante, qui sera reprise par les humanistes, comme nous le verrons là tout de suite. Donc, d'après Guillaume d'Occam et d'après ces idées, on ne peut pas concilier entre la foi et la raison, c'est une sacrée perte de temps. Et les humanistes vont prendre comme modèle, non pas Aristote, mais Platon. Alors, pourquoi Platon? Parce que, puisque comme le dit Guillaume d'Occam, on ne peut pas connaître Dieu, c'est strictement impossible. Alors, par contre, on peut le connaître en étudiant sa création, qui est l'homme et qui a été créé à son image. Et le meilleur moyen de connaître l'homme, c'est en étudiant la pensée de Platon, qui, d'après eux, selon eux, a bien étudié l'homme dans ce qu'il est, dans sa complexité, etc. Donc ici, nous nous éloignons de la pensée médiévale de façon progressive. Il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que l'époque des humanistes est une époque qui est terrible. D'une part, il y a la peste noire, tristement célèbre, avec ce nom qui est très douloureux, avec des morts partout. La mort est omniprésente, elle est quotidienne. Il suffit juste de sortir dans la rue pour voir des cadavres ou bien pour voir les cimetières qui se remplissent, les fosses communes, etc. La mort est là. Côté morbide donc, et en plus de ça, il y a, avec les réformes, avec les grandes idées, avec les révoltes, il y aura beaucoup de guerres religieuses, guerres des paysans, etc. Mais il y a deux autres éléments favorables. Le premier élément, c'est l'avènement de l'imprimerie. C'est grâce à l'imprimerie que les humanistes pourront diffuser leurs idées. Le second élément est que, de plus en plus, en Occident, essentiellement en Allemagne, dans certains pays scandinaves, dans une partie de la France, les gens accèdent à l'éducation, c'est-à-dire qu'ils savent lire et écrire, ce qui veut dire qu'ils pourraient accéder aux livres maintenant nombreux des humanistes, ce qui n'était pas vrai auparavant, avant l'avènement de l'imprimerie, puisque les livres étaient recopiés à la main. Il fallait parfois 1 an pour recopier une Bible. Examinons maintenant leur méthodologie de travail. Cela repose sur un élément essentiel qui est la philologie, avec son annexe qui est l'heuristique. La philologie, c'est le fait de rechercher la version originelle d'un texte. Les textes qu'ils auront, je vous expliquerai ça tout de suite, ce sont des textes qui sont passés par plusieurs copies. Forcément, il y aura plusieurs versions. Comment savoir laquelle c'est la meilleure version? Il n'y a qu'une seule façon pour cela, c'est de comparer les textes. Je compare ce texte avec l'autre, pourquoi il y a des rajouts, il y a cela, etc. Et on arrive à un texte final, c'est comme si on remonte le temps à travers un arbre généalogique pour retrouver l'ancêtre, c'est-à-dire le texte originel. Parfois, les gens sont aidés quand ils trouvent le texte annoté par l'auteur lui-même. Donc c'est un travail de comparaison, mais alors minutieux. Le deuxième élément, c'est l'heuristique qui consiste quelque part à hiérarchiser les ouvrages que l'on va trouver. Ne nous trompons pas, il s'agit de vraies sciences très compliquées. Il ne s'agit pas seulement de voir la signification des mots, ça va au-delà de ça. Donc, voici, grosso modo, ce qui va leur servir d'assise pour leur travail. Mais parlons-en de ce travail, ça va être un travail de fourmi. Les humanistes, pour comprendre l'homme, veulent à tout prix revenir
aux sources, c'est-à-dire aux textes anciens de l'Antiquité grecque et romaine. Quand on veut revenir aux sources, ça s'appelle le radicalisme, parce que le mot radicalisme, est en rapport avec le mot racine qui veut dire les sources. Alors, leur façon de procéder est la suivante. Ils vont voyager partout. Erasme voyagera tellement en Europe que un programme porte son nom, un programme d'échange d'université. Actuellement, donc un programme d'échange universitaire s'appelle programme Erasmus, programme Erasme, en hommage à cet immense voyageur. Ces personnes-là, les humanistes, vont visiter une grande majorité de monastères, d'abbayes, d'églises, de sites historiques à la recherche d'ouvrages. Ces ouvrages-là, ils vont les étudier dans des conditions pénibles. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les choses aujourd'hui sont faciles. Un chercheur n'a qu'à s'installer devant son ordinateur, mettre en marche Internet et visiter toutes les bibliothèques virtuelles et rapatrier de façon instantanée les documents qu'il voudrait, avec même des possibilités de traduction dans presque toutes les langues. Du temps d'Erasme et de tous les autres, c'est autrement. Il fallait faire un voyage de plusieurs kilomètres, peut-être parfois plusieurs centaines de kilomètres, dans des conditions très difficiles. Et quand on arrive dans un monastère, parfois il fait très froid, ou bien au contraire il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup de lumière, parfois ces gens travaillent à la lumière de la bougie, et ils travaillent plusieurs jours, plusieurs heures, d'affilée sans se plaindre parce qu'ils croyaient en une cause. Donc, voici comment procéder ces personnes-là pour revoir la source de leurs ancêtres qui vivaient dans l'Antiquité de la Grèce antique, quoi, et romain, mais disons que le latin s'était parlé à l'époque puisque c'était la langue savante. Mais il y a un fait historique qui va les aider, parce que les humanistes ne savent pas particulièrement parler la langue grecque. Ce qui va les aider, c'est un fait historique, comme je l'ai dit, c'est la présence aux portes de l'Empire germanique romain, de l'Empire turc ottoman. C'est-à-dire qu'il va occuper Byzance. Et tous les érudits, tous les savants, tous les philosophes, tous les grands penseurs vont fuir de l'empire de Byzance et de cette invasion de l'empire turc pour migrer vers l'Allemagne, vers la Hollande, disons vers la partie européenne. La particularité de ces savants, c'est qu'ils parlent le grec. Et voilà donc comment les humanistes auront cette possibilité d'accéder aux livres anciens grâce à la traduction que vont leur faire justement ces savants et ces érudits qui ont fui pour s'installer chez eux. Donc il s'agit d'un travail de très longue haleine, un travail où on dépouille tout. J'ai dit que on mettait l'homme en avant, au centre des préoccupations. Lorsque vous examinez les œuvres d'art, les pièces de théâtre, tout ce qui va se faire avec les humanistes, mais surtout après eux, vous allez voir qu'on commence à s'intéresser à l'homme en tant qu'homme. Et les tableaux ne représentent plus de façon systématique les anges et les saints. Les tableaux représentent l'homme, et parfois l'homme dans sa souffrance, dans sa laideur. On commence à accepter l'homme dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il peut être, même dans ce qu'il a de bien méchant et de bien laid. Et non seulement ça,
Au niveau des grands poèmes, des grands mouvements artistiques, cela s'oriente vers l'homme, la médecine commence à se pencher sur l'homme, on découvre l'homme avec les humanistes. Et à côté de ce versant, il y a aussi le versant, comme je l'ai dit, de la paix. Les humanistes sont avant tout et surtout des hommes de paix. Erasme, comme nous le verrons, puisque la prochaine vidéo sera consacrée à lui, écrira, mais alors à tous les grands de ce monde, à tous, François Ier, Henri VIII, Charles Quint, pour leur dire, pour leur faire parvenir ce message que une paix même peu glorieuse vaut mieux que la plus belle des guerres. Donc, Erasme et les humanistes sont avant tout et surtout pour la paix. L'autre versant concerne le côté religieux. Comme je l'ai déjà dit, et j'insiste, ce ne sont pas des athées, ce sont des gens qui sont profondément religieux et leur mécanisme interne, ce qui les fait penser, ce sont les valeurs du Christ et du christianisme. Et Erasme va appliquer la méthode de la philologie et de l'heuristique aux Écritures saintes, c'est-à-dire à la Vulgate, c'est-à-dire à la Bible, telle qu'elle était présente. Elle était en latin. Lui, il va essayer de la dépouiller de ce qu'on appelle les scories pour la simplifier, disons, pour avoir une version la plus authentique possible et la rapprocher des êtres humains. Il y aura au moins deux éléments dans ce travail d'Erasme. Le premier, c'est qu'il devient possible de toucher aux Écritures saintes. Le deuxième élément est que on prend en considération l'homme, encore une fois, puisque c'est le drive des humanistes, pour lui présenter ce qui lui est dû, c'est-à-dire de comprendre par lui-même les Écritures saintes. Mais attention, Erasme n'ira pas aussi loin que Martin Luther, qui lui va tout simplement et purement traduire les paroles saintes dans ce qu'on appelle la langue vernaculaire. Vernaculaire veut dire, disons, la langue locale. C'est-à-dire qu'il va traduire la Bible en allemand. Non seulement il va traduire la langue en allemand, mais il va écrire des catéchismes simplifiés pour les adultes et pour les enfants. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo et que vous avez bien compris en grande partie ce que c'était que l'humanisme. J'insiste en vous disant que ce n'est pas un système bien défini, c'est un courant de pensée, c'est une méthodologie, et c'est une recherche, c'est une redécouverte de l'homme en tant qu'entité à part entière. Avec l'humanisme, les portes seront ouvertes aux grandes idées que l'on qualifie de nos jours de modernes, avec la subjectivité. Enfin, l'homme, l'être humain pourra dire « je ». Je suis Abdussalam Boujidraoui, je vous remercie pour votre patience. Prochaine vidéo consacrée à Erasme de Rotterdam, dit le prince des humanistes. D'ici là, portez-vous bien.